les instantanés s'inscrivent dans la succession, dans la continuité de l'instantanéité de chaque instant qui appartient au temps vertical. Et en concomitance, ils existent aussi dans la linéarité de l'espace-temps. Voilà. Donc, du coup, les êtres de soi, parce que du coup, c'est la suite. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à faire un montage avec les 2 autres vidéos précédentes. J'ai envie de dire plein de trucs, en fait il y a plein de trucs, donc la parole va faire l'entonnoir, mais ça se bouscule quoi, ça se bouscule, c'est chacun son tour. Donc pour commencer, je me suis habillée en noir aujourd'hui. Souvent je m'habille en couleur, enfin avant je m'habillais tout le temps en noir, et maintenant je m'habille en couleur. Et puis aujourd'hui je me suis dit je vais m'habiller en noir, parce que c'est entre guillemets, puisque c'est pas une couleur, la couleur du vide. Parce que dans le vide, il n'y a pas de couleur, parce qu'il n'y a pas de lumière dans le vide. Enfin, a priori. A priori, puisque la lumière naît du mouvement, donc du frottement, et donc les photons naissent du frottement, de l'énergie qui se déplace et qui crée l'espace-temps sur lequel il se déplace au fur et à mesure qu'elle se déplace. Donc, on pourrait supposer que le vide n'a pas de couleur, puisque les couleurs sont la fractalisation de la lumière. Et comme dans le vide, il n'y a pas de lumière, on peut supposer que l'absence de lumière, c'est donc l'absence de couleur. C'est donc la totale absence de blanc, donc cette fameuse lumière là qu'on ésotérise au maximum. Et donc la lumière n'est pas... la lumière, c'est pas la source, quoi. La lumière, c'est un mouvement, donc c'est une matière. Enfin, la lumière, c'est le résultat d'un mouvement, donc c'est une matière. Le photon, par exemple. Évidemment, on ne peut pas savoir quelle est la nature chromatique du vide, parce qu'on ne peut pas le voir. Donc on ne peut pas le percevoir, mais on peut le concevoir par logique d'opposition. Tout comme on ne peut pas voir un trou noir, on peut juste voir les effets qu'il génère. Donc j'essayais de voir... Bon c'est pas grave. J'essayais de regarder Fantastic Fungi en casting de mon téléphone à mon téléviseur, mais ça n'a pas l'air de marcher. Bon, bref, je vais mettre ça sur pause. Allez. Et tout ça par rapport à une question de Francis sur est-ce que le vide ou l'esprit qui en découle évolue en lui-même, ou est-ce qu'il évolue dans ses fractales? C'était pas les mots exacts, mais j'essaie de paraphraser parce que j'ai pas la mémoire des mots exacts. Je sais plus ce que je lui ai répondu, mais là maintenant je répondrai que les deux. C'est les deux en fait, parce que il n'y a évolution que dans le mouvement, donc dans la fractalisation progressive, donc dans la linéarité continue des instantanés, qui sont en eux-mêmes un instantané, et sont en eux-mêmes une instantanéité qui représente le vide en fait. Le fait de l'instantanéité et le fait de la connexion, ou en tout cas de la conscience au vide, avec le vide, donc de l'identité. Et on va de plus en plus là-dedans parce que grâce à plein d'évolutions, quoi. Je passe du coq à l'âne parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'idées qui se bousculent. Du fait de l'évolution, la conscience aussi, elle se fractalise, donc elle évolue. Donc par exemple, je pense à Thierry Tournebise, à BDM, à Jung, à René Girard, à Edgar Morin, enfin, toutes ces personnes qui ont vraiment capté des fondamentaux dans la psychologie et dans la manifestation des lois d'énergie. Donc des phénomènes psychosociaux et aussi énergétiques, donc fondamentaux.
les principes physiques qui sous-tendent la psychologie et la matière. Et on va rentrer de plus en plus dans une responsabilité de ça, dans laquelle, alors du coup ça se mélange, hein, dans laquelle l'esprit, on va dire, ou dans laquelle le vide, évolue par le moyen de l'esprit qui circule dans ces fractalisations, dans ces brisures de miroir qui se passent en, c'est-à-dire fragmentation, différenciation astrophysique. Ça crée toutes les capillarités qui peuvent exister, quoi, quelle que soit la forme de la capillarité. Le fond capillarité, c'est fractalisation, donc fragmentation, et forcément différenciation. Mais attention, différenciation, ce qui se passe, c'est ça, c'est que dans chaque différenciation, tout comme quand on brise un miroir, vous avez dans un miroir la totalité de l'image du vide en astrophysique. Mais quand vous passez à la deuxième fragmentation, vous allez avoir une différenciation, mais une différenciation dans la forme, mais pas dans le fond, en fait. C'est-à-dire que le miroir éclate, le miroir, il est OK. La surface plane, nickel, pas de problème. Là, il n'y a pas de brisure. Enfin, si, il y a déjà la première brisure de symétrie, mais en fait, il n'y a pas vraiment de capillarité à ce niveau-là. Il y a juste un diabolane, c'est-à-dire une capacité de vide à être deux. Et donc, c'est intrinsèque au vide lui-même, c'est-à-dire que le vide contient sa propre fractalisation, donc sa première diabolisation, donc sa première capacité à être deux, donc ce premier psyché, ce premier miroir, dans lequel déjà il peut prendre une première mesure de conscience de soi. Mais ça ne lui suffit pas, parce que du coup, cette première conscience de soi n'a pas de sensation, n'a pas d'émotion. Enfin, si, ça a de l'émotion, puisque c'est un mouvement, c'est un premier mouvement d'énergie, donc il y a quand même emotion, mais il n'y a pas d'émotivité, donc il n'y a pas de sensation. L'émotivité, c'est ça qui crée la sensation, en fait. Là, je viens de le découvrir en l'écoutant. L'émotivité, c'est ça qui crée la sensation. Donc plus il y a d'émotivité, plus il y a du sensationnel, même corporel, dans la psychologie et dans la psychosomatique. Et donc le vide contient son propre diabolane, donc c'est de l'introjection, comme on a réalisé ça hier avec Francis, c'est de l'introjection, ou dans le... Je sais plus si c'était dans la vidéo qu'on a fait ensemble, je sais plus, ou si c'est plus tard, bon après, peu importe. Et du coup, comme c'est intérieur, il n'y a pas de projection. La projection, elle n'est que depuis notre point de vue à nous. C'est-à-dire que... Mais ça va ensemble aussi, parce que c'est le tout et son... Enfin, c'est la chose et son contraire. C'est pas le tout et son contraire, c'est la chose et son contraire. La chose étant le vide, le reste, c'est-à-dire la chose. La chose fondamentale, c'est le reste, c'est le vide. Et donc, quand on va examiner le mot responsabilité, on va vraiment comprendre ça. Mais ça, je le ferai un peu plus tard. Et donc, parce que c'est dans le processus d'individuation, la responsabilité. La responsabilité, c'est la deuxième phase du processus d'individuation qui succède à la phase de création de l'image de soi, donc de la personnalité. Et dans l'individuation, la deuxième phase de responsabilité, c'est la création de la personne. Enfin, la création. Disons que c'est le retour à la personne qui englobe le personnage social au reste. C'est-à-dire que le personnage social ne va faire qu'un avec la chose fondamentale, avec le vide. Et ça donne que, du coup, pour répondre à la question de Francis, la chose, le vide, le reste fondamental, il va évoluer dans ses incarnations intérieures, intestines. Donc, quelque part, oui, il n'évolue que dans la manifestation de l'esprit, enfin, les manifestations de l'esprit, mais en même temps, puisque ces manifestations de l'esprit sont à l'intérieur de lui-même, le vide, il évolue aussi. Même s'il n'est que potentiel, dans son premier aspect, non diabolane. C'est-à-dire que tant que le vide n'est pas diabolane, à l'intérieur de lui-même,
il ne peut pas évoluer parce qu'il n'y a que des potentiels non actualisés, mais en même temps, ils sont tout de même accomplis de manière infinie, dans toute leur pluralité possible. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le percevoir, mais on peut le concevoir. Ça fait que... j'essaie de retrouver le truc que je voulais dire juste à côté de ça. Et bon, ça reviendra un peu plus tard peut-être, ou pas. Donc, la responsabilité, au lieu et place où on est aujourd'hui en tant que fractal, donc en tant que cette seconde phase, parce que du coup la seconde phase elle est exponentielle, c'est la capillarité tout simplement. Je dirais que la première phase de Diaboline, c'est à l'intérieur du vide, donc en introjection, et ça fait que c'est un psyché intérieur, donc un Diaboline, dans lequel le miroir il est totalement dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il y a une image du vide qui est pure. Et là, je dirais qu'on pourrait dire que c'est le proton, c'est-à-dire que c'est le verbe, quoi. Et c'est déjà le verbe qui se fait chair, en fait. Parce que c'est la première chair du vide, en fait. Et le verbe, ça serait, ça serait en fait l'esprit, en quelque sorte, même si c'est quand même pas tout à fait pareil. Parce que le verbe, c'est de la même nature que le boson de Higgs, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui crée du son, et donc qui va créer une lumière, par frottement. Parce que le son, il voyage de A vers B. Donc c'est un mouvement. Donc c'est pour ça que c'est assez comparable avec l'esprit, qui est le mouvement de l'intelligence et de l'action, impulsé par une volonté. Donc volonté, intelligence, action. En remplaçant le mot amour par action. Parce qu'en fait, l'action, c'est l'électromagnétisme, c'est le fait de l'attraction-répulsion et des spins qui en découlent. Dans un espace-temps qui permet ce frottement et cet électromagnétisme. Léon Raoulatem, que je vous encourage à aller voir aussi, explique beaucoup. Alors on appelle l'horloger de l'univers. Il n'a pas... c'est un peu comme... Enfin, sauf que Jean-Pierre Petit, il a des diplômes, mais il n'est pas reconnu par ses pairs. Mais là, Léon Raoul-Hatem, je l'ai connu dans les années 2010, on est devenus amis dans ces époques-là, et il m'envoyait ses travaux par DVD, et évidemment, il envoyait ses travaux à la communauté scientifique qui lui rigolait au nez, alors que Léon Raoul-Hatem, en fait, il a trouvé, en étudiant, enfin en observant le mouvement des planètes, et donc cet effet d'attraction-répulsion qui crée les spins et qui crée les mouvements dans les espaces-temps macroscopiques, parce que c'est là que lui, il observait. Mais on peut faire la même observation dans les microscopiques aussi, c'est pareil. Mais en tout cas, Léon Raoul-Hatem, il observait les attractions-répulsions, donc de l'électromagnétisme spatio-temporel du macrocosme, et il en a déduit un truc qu'il appelle le mouvement perpétuel, il me semble. J'aimerais bien retrouver le DVD qu'il m'avait envoyé. Ça doit être dans ma cave, à mon avis, c'est tellement vieux, 2010. Enfin bref. Et mais vous trouverez des vidéos de Léon Raoul-Hatem. Bon, après, il n'y a pas tous ses travaux. Moi, j'avais reçu tous ses travaux et ça serait bien que je les retrouve. Et donc, son fils a créé une université que je ne plébiscite pas beaucoup parce qu'elle est très ésotérique. Mais bon, Franck Hatem, il y a des trucs intéressants. Hein. Moi, ce que j'aime bien chez Franck Hatem, je digresse tout le temps, c'est quoi le bonheur? La vidéo où il répond à la question c'est quoi le bonheur? Et cette vidéo est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Après tout le reste que ce que fait Franck Hatem, comment vous dire? Je l'aime bien, hein, mais il a vrillé quoi. Il a dérivé, bref. Ah, je vais pas m'en faire un copain, hein, parce que c'est clair que quand il m'a invité à venir aux dernières conférences de Léon Raoul, qui est certainement peut-être décédé aujourd'hui, il m'a dit putain,
il faut que tu viennes parce que mon père, il va bientôt mourir, quoi. Je dis, mais ouais, mais t'imagines, j'étais où à l'époque? J'étais peut-être à Périgueux, je sais plus, enfin, ou peut-être à Gramart, enfin, quand au Rocamadour, je sais plus où est-ce que j'étais quand il a organisé ça. Je lui dis, non, mais t'as vu la distance que ça fait? Je dis, moi, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps. J'adore ton père, il n'y a pas de problème, mais je peux pas venir. Et il m'a viré de ses amis Facebook aussitôt ça. Sympa, Franck. J'aime bien ce genre de réaction exceptionnelle. Bon, je suis pas fan de Franck en fait. Je l'aime bien, mais je suis pas fan quoi. C'est voilà des comportements comme ça qui sont vraiment qui sont du fait de la personnalité quoi, en plein dans la personnalité, le besoin de validation. Il voulait que je valide son père parce que du coup lui il existe à travers son père. Et bon, il essaie d'exister à travers lui-même aussi, évidemment. Et puis dans la vidéo C'est quoi le bonheur pour vous, Franck Hatem, là, il existe vraiment, là. Là, il est vraiment présent à lui-même. Mais quand il plébiscite son père, c'est autre chose. Et puis quand il propose les services de son académie métaphysique ou je sais pas trop quoi, l'élitisme ésotérique, quoi. Putain, bordel. Enfin bref. Donc pour parler des spins et de l'électromagnétisme. Pour cette digression. Quand je vous dis que ça fuse de partout, ça que tu as besoin de l'entonnoir de la parole, quoi. Aïe, aïe, aïe. Madre mia. Donc par ce mouvement de l'esprit, le vide peut se mirer déjà dans le premier miroir, qui serait le proton. Bah, je caricature, je prends des raccourcis de malade, hein. Mais on va dire ça, quoi. Et le proton, ça serait en fait le déploiement du verbe. Et pour moi, le proton contiendrait... je me sers du proton parce que c'est significatif, mais c'est pas forcément lui qui contient. On peut aller plus loin, on peut aller plus profond encore que le proton. Si on avait au LHC de moyens d'aller voir le proton comme on regarde l'atome aujourd'hui, on y trouverait encore des tas de trucs. Voilà, donc à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut essayer de trouver des signifiants qui sont parlants, qui peuvent permettre de comprendre les mécanismes. Ils sont infinis, les mécanismes, en fait. C'est-à-dire que c'est de la capillarité extérieure autant que intérieure. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc je m'arrête au proton, qui serait, mettons, par un raccourci caricatural absolu. Là, je peux utiliser absolu parce que franchement, c'est vraiment une caricature qui tient pas la route, mais moi, j'ai pas trop le choix. Parce que j'ai pas mieux pour le moment. Et on n'a pas mieux, parce que le LHC va pas tellement voir à l'intérieur du proton. Donc voilà, le proton, ça serait, pour le moment, un moyen de se représenter ce que c'est que le verbe dans ce premier miroir du diaboline intérieur au vide. Donc intestin au vide, en introjection. Et ça change beaucoup de choses là. C'est que oui, comme dit Francis, la source, on n'a pas... Alors comment c'est qu'il formule ça? Parce que sa formulation est très bien explicite. Je vais pas la retrouver évidemment, je vais pouvoir que la paraphraser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher la source quelque part parce qu'en fait, on est dedans. Donc on peut pas la rejoindre, on est dedans. Oui, c'est ça. L'idée, c'était ça. On peut pas la rejoindre quelque part parce qu'elle n'est pas à l'extérieur, elle est pas à l'intérieur non plus. On est dedans. Alors c'est à contrario de ce qu'on peut voir depuis notre point de vue à nous, qui est un point de vue physicien, qui est du coup avec le LHC de regarder à l'intérieur de l'atome, donc de regarder à l'intérieur des cellules, des molécules. Et du coup ça c'est une introjection qui induit une projection du centre de l'atome vers un extérieur éventuel. Donc ça c'est une observation que l'on peut faire depuis notre point de vue, alors qu'en fait c'est tout le contraire pour le réel, en faisant que les deux coexistent de manière concomitante à la verticale comme à l'horizontale au niveau de l'espace-temps.
Donc au vertical, il n'y a pas d'espace-temps, à l'horizontale, il y a un espace-temps. Et tout ça, c'est à l'intérieur du vide. Donc c'est assez hallucinant. Et donc, cette première projection, ce premier diaboline intestin au vide, ça serait le proton, donc qui contiendrait le verbe, dans un mouvement, bien sûr, puisque ce diaboline intestin au vide, c'est un mouvement. Hein, la fragmentation, même la première fragmentation, c'est un mouvement. Donc, finalement, c'est déjà Lucifer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a déjà comme une lumière à ce moment-là. Parce que du coup, pour que... Alors ça, c'est symbolique ce que je veux dire. Pour que le vide puisse se voir dans ce premier miroir, il faut quand même que la lumière s'allume. Parce que sinon, s'il est que dans le noir, il voit rien. Bon, ça c'est pour rigoler, mais ça a quand même du sens, hein, voilà. Mais donc après, ce qui se passe, c'est que dans l'atome, au niveau du proton, il se passe une brisure en même temps, une brisure de symétrie. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, c'est symétrique. C'est-à-dire que le premier miroir diaboline intestin au vide crée un truc moitié-moitié. Donc c'est symétrique. Et après, dans la deuxième moitié, parce que pour moi, je dirais, mais c'est encore hypothétique, hein, il y a une moitié qui reste intacte et l'autre moitié qui va... Bah, du coup, oui. Bah non, mais c'est logique tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'être-té qui va rester identique au vide, tout en étant sa moitié, mais elle en tire quand même. C'est pas évident, là. Et puis après, donc dans ce diaboline intérieur, il y a ce premier miroir qui est vraiment le reflet du vide. C'est le principe holographique, hein, donc allez voir comment ça marche l'holographie, qui paraît imperceptible, parce que pour nous, pour nos sens, l'holographie c'est imperceptible. Donc ça pourrait sembler ne pas être conceptualisable, et pourtant on peut le concevoir. Aussi, on viendra, comme la responsabilité, examiner l'étymologie du mot conception, pardon. Parce que la responsabilité et la conception, ça va aller ensemble, dans la deuxième phase de l'individuation. Donc c'est super important. Et la neutralisation, bien sûr, fait partie... la neutralisation des formes va faire partie de la responsabilité et de la conception. Je ne sais pas encore comment, parce que la conception, je viens de la découvrir. Donc, mais la conception, ça fait un petit moment, du coup, ça fait quelques jours qu'elle vient s'opposer à la perception. Donc je comprends la différence entre perception et conception. Parce que la perception, c'est vraiment la limitation de nos sens. Et la conception c'est la capacité qu'on a à voir au-delà de nos sens. Donc, bon, ça, du coup, c'est psychologique. Mais après, ça va être métaphysique et ça va être aussi scientifique. Donc, je reviens à cette histoire de miroir. Donc, le vide symétrique se fractalise, donc diaboline, diébole, pardon, diébole. Et c'est après le diaboline. Mais d'abord, c'est diébole, capable d'être deux. Et donc, à l'intérieur du vide, il y a ce diaboline, qui fait que la deuxième partie, de manière holographique, est l'image exacte et parfaite du vide entier. C'est le principe de l'holographie. Vraiment, il faut faire attention parce que le principe fractal et le principe holographique, c'est pas la même chose, c'est nuancé. C'est qu'en fait, dans les fractales se glisse le principe d'holographie. Alors que le contraire, non. Voilà. Donc, dans ce... Alors, il n'y a pas de bord, hein. Le vide n'a pas de bord. C'est un truc qui est imperceptible, mais qu'on peut concevoir. Il n'y a pas de bord pour le vide. Nous, c'est sûr que comme on voit les choses en 2D, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas faire autrement que de se figurer le vide comme ça, quoi. C'est-à-dire que mes doigts font le bord du vide, mais c'est pas le cas. Bon, bref. Et de ce diaboline, donc de ce 2, cette parfaite symétrie, va
Donc, laissez de côté la partie noire, qui est l'hologramme parfait de la totalité. Je pense que c'est assez clair. C'est pas facile de le concevoir, mais on en est capable. Sinon, je pourrais pas le dire. Voilà, on en est capable. Donc ça, cette première moitié des deux du Diaboline, c'est semblable à la totalité avant qu'elle se fragmente en Diaboline. Donc ici, on a la première fragmentation, qui n'est pas encore la différenciation, puisqu'il y a symétrie. Voilà. Et après, donc on va laisser de côté, on va dire, le premier hologramme de la totalité, on le laisse de côté, et on regarde le deuxième hologramme de la totalité, qui est le miroir, où apparaît la lumière. Donc on va dire que l'autre partie de la symétrie Diaboline, c'est Lucifer. Ce fameux concept de Lucifer. Et donc ce fameux concept de Lucifer, celui qui porte la lumière, c'est un peu aussi comparé à Prométhée en fait, qui porte la lumière aux hommes dans la mythologie. C'est vraiment dans sorte d'idée, quoi. Va à nouveau se briser. Mais là, on va avoir la fragmentation qui inclut la différenciation. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est-à-dire qu'à partir du 4, et tout ce qui vient ensuite dans la capillarisation, à partir du 4, contrairement au 2, le 4 se différencie. C'est-à-dire que quand le miroir du 2 est très plane, il renvoie l'image parfaite de la totalité qui est reflétée par la première moitié du Diaboline en holographie. Mais le proton étant là-dedans, ou en tout cas prêt à naître, il contient le verbe de la fractalisation suivante, qui est le 4, où apparaissent les forces électro-faibles, électro-fortes, électromagnétiques de l'astrophysique. Enfin, de la physique des particules, parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même la physique des particules. Et les forces électro-fortes et faibles de la physique des particules et du électromagnétisme, donc qui est interne à l'atome, ce sont les 4 forces fondamentales. Et c'est cette première fragmentation du miroir, du Diaboline symétrique, enfin, du miroir de... Enfin, je ne veux pas le redire. Vous avez qu'à remettre en arrière, bref. Et donc, c'est là que commence toute notre aventure, à nous les fractales, qui sont des brisures, des plus capillaires, quoi. Ce qui fait que le principe holographique qui était présent dès la première fragmentation symétrique, malgré l'asymétrie, donc la brisure de symétrie, c'est-à-dire que du coup c'est plus symétrique. Pourquoi c'est plus symétrique? C'est logique, regardez. Vous avez le vide. Ensuite, ça fait ça. On met de côté le noir qui est l'hologramme parfait du tout, mais on va regarder que l'hologramme où la lumière se crée en psyché. C'est là qu'apparaît la conscience en fait. Puisque la conscience, c'est la science avec. Donc du coup, c'est le fait de se regarder soi. Donc, ce Diaboline là, je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Moi, je peux pas revenir en arrière par contre pour prendre le fil. Bon, bref, on va essayer de retrouver les éléments. Donc ça, oui, voilà, c'est l'hologramme. L'hologramme ici, il n'y a pas de brisure de symétrie, il est parfait. C'est-à-dire que Lucifer, comme c'est dit dans la Bible, c'était le fils parfait de Dieu. Et il était dans le sein de Dieu. Comment c'est les mots de la Bible? Il était dans le sein de Dieu, Lucifer. Il était le premier des anges. Et du coup, c'était le bien-aimé de Dieu. Comment c'est tous ces mots-là? C'était le bien-aimé de Dieu, la parfaite image de Dieu. Et puis voilà qu'il se met, entre guillemets, à trahir Dieu. Et de là découle ce qu'on appelle la chute.
Et donc la chute, c'est la brisure de symétrie. C'est-à-dire que ben, ce deuxième hologramme, enfin, le premier et le deuxième en même temps, parce qu'il y en a deux en même temps. Mais on va quand même dire, pour que ce soit plus facile, on va dire que le noir, c'est le 1 et la lumière, c'est le 2. Même si c'est pas tout à fait ça, puisque ça a lieu en même temps, entre guillemets en même temps. Donc on va dire ce deuxième hologramme, qui est Lucifer, va avoir une chute. Et donc la chute, c'est la brisure de symétrie. Et que là, du coup, cette deuxième partie du diabolane, qui est le psyché, donc la conscience, va se fractaliser en 4, donc les forces élémentaires, et toutes ces forces élémentaires sont déjà la différenciation, et donc inclut que c'est la brisure de symétrie, puisqu'il n'y a plus de symétrie, puisqu'il n'y a plus de 2, mais un 4. Et le 1, il reste 1. Donc, puisque le 1 reste 1, et que le 2 devient 4, et ben c'est plus... Alors, c'est une égalité, il y a toujours une conservation de la masse, parce que c'est pas de la masse à l'époque, mais moi j'aime bien utiliser la conservation de la masse, parce qu'on la voit un peu plus tard dans la capillarité, dans plus de densité, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que vous pouvez toujours faire une équation là, c'est-à-dire que le 1 et le 2 sont égales à 1, mais le 1 est égal au 2 qui contient le 4. Mais en fait, c'est plus égal. Mais dans la totalité, c'est quand même égal. Donc, conservation de la masse. Entre guillemets, la masse, évidemment, puisqu'il n'y a pas de masse à ce niveau-là. Mais bon, c'est façon de parler. Moi, je fais toujours des transpositions, des raccourcis, des caricatures, donc démerdez-vous, quoi. Donc, allez voir ce que c'est que la conservation de la masse dans la capillarité fractale holographique. Donc, j'utilise quand même l'expression conservation de la masse parce que ça veut dire qu'il y a toujours rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc il y a toujours la même somme qui est entre guillemets contenue, puisque c'est pas vraiment ça, dans le vide. Donc il n'y a jamais perte d'aucune information, l'équation ne peut pas bouger. Mais dans le 2, parce que tout se passe dans le 2 en fait, dans le numéro 2, il n'y a rien qui se passe de nouveau dans le 1, donc dans la première moitié du diabolane, mais par contre dans la deuxième moitié du diabolane, là c'est là que tout se passe en ce qui nous concerne. Donc ici, quand je pense que c'est la suite de la vidéo qui m'a fait pleurer, je hallucine, bref. Bon, c'est pas grave. Mais après, je reviendrai au sujet de la vidéo. Par rapport au traumatisme et comment est-ce que... Bon, bref. Je le vois, je sais comment je vais l'aborder. En tout cas, le 2 est égal à 4, en fait. Et sera égal à 8, à 16, 32, 64, enfin, etc. De manière exponentielle. Et puis nous, on est dans les exponentielles, quoi, en tant que fractal de fractal de fractal de fractal. Ce qui veut dire que pour comprendre le principe holographique et pour comprendre aussi que la totalité du vide est présente dans la moindre fractale, même la plus exponentielle, à l'infini, hein, il faut comprendre que on peut se figurer par exemple le stade du 4, donc des forces fondamentales. Les forces fondamentales sont différenciées, donc elles ont des masques. Le masque de la force électroforte, le masque de la force électrofaible, le masque de la force électromagnétique, qui est donc en 2 aussi. Et un peu plus tard, j'irai explorer la différence entre l'électro et le magnéto, parce que ça, je pense que c'est, à mon avis, c'est l'électro le mouvement et le magnéto la mémoire. Et les deux vont ensemble et les deux interagissent. C'est évident, parce que les mots portent leur sens, donc l'électricité, c'est le mouvement, et le magnétisme, c'est la mémoire, oui. Donc, ils vont ensemble. Donc ça, c'est des choses que je vais explorer vachement maintenant, l'électricité et le magnétisme, parce qu'il y a beaucoup de choses, du coup, qui nous concernent dans cette phase de responsabilité et de conception dans laquelle on rentre, maintenant, dans la deuxième phase de l'individuation.
Donc ça sera vraiment intéressant. Donc on revient au 4, à la différenciation des forces fondamentales. Putain, je me suis fait un bleu là, j'ai mal. Je me suis cognée, bref, je m'en suis même pas rendu compte. Donc cette différenciation, elle est à double tranchant, on va dire. Tout comme un miroir peut être très coupant, comme une épée. Et là, on est déjà dans l'épée de la parole, quoi. Et Brocade 12 de Saint Paul, allez voir. La parole est une épée à double tranchant qui va se ficher au milieu de l'âme et de l'esprit. Donc au milieu du mouvement et de la parole et de la mémoire, c'est-à-dire au milieu de l'électricité et du magnéto. Donc en fait, Saint Paul, en Hébreux 4.12, il parle de la première différenciation, la première capillarité en fait. Donc pour expliquer que ça nous concerne nous-mêmes dans une exponentielle de fractalisation, il faut vraiment regarder le 4. Parce qu'après, ça se reproduit à l'infini, cette histoire. Donc on va le regarder dans la première manifestation du phénomène. Et ça, je vous invite à le faire si jamais vous avez la chance de tomber sur un magnète. Mais comment ils s'appelaient ces magnettes? C'était pas vraiment des magnettes, mais on les appelait comment à l'époque? C'était dans les années 80, on trouvait ça dans les paquets de lessive Bonux. Et Craig Braden, il en parle dans son livre La Divine Matrice. Et aux États-Unis, c'était très répandu. Bon, c'est venu en Europe aussi dans les paquets Bonux de la lessive. C'est intéressant l'histoire de la lessive quand même. Voilà. Bon, la neutralisation des formes. Hein, voilà, la lessive, pour moi, ça m'appelle la neutralisation des formes. Et parce que c'est le ménage, quoi. Putain, je commence à avoir faim. J'ai mangé à 5h du mat. Là, j'ai faim. Je sais pas quelle heure il est. Il est 10h moins. Il est 11h moins 20. Ouais, ça fait un petit peu loin. Donc, on regarde le 4. Et le 4, c'est comme ces magnettes. Je vais dire magnettes, mais ça avait un autre nom. Faudrait que je fasse une recherche avec ChatGPT, qu'on explore le livre La Divine Matrice et qu'on voit comment ça s'appelait aux États-Unis ce truc. Donc ce truc-là, c'était une image qui était avec des espèces de stries. C'est-à-dire que quand vous passiez vos ongles dessus, ça faisait des bruits. Ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est des interférences. Ça faisait des bruits. Et cette image, donc ce psyché, était rectangulaire puisque c'était une forme physique densifiée qui était très amusante pour les enfants parce que c'est destiné aux enfants. Mais même nous les adultes, enfin moi à l'époque j'étais pas adulte, mais moi si j'avais la chance de retomber, j'en ai eu dans ma main ces images-là, je les ai eues. Bordel, et j'ai jamais eu l'idée de les couper quoi. Je savais pas qu'on pouvait les couper et que du coup il se passait des choses quand on les coupait. Donc brisure de symétrie, couper l'image. Greg Braden, il explique que ces images, lorsqu'on les coupait en deux, alors avant qu'on coupe l'image, il y avait la totalité de l'image sur l'image. Et quand on la coupait en deux, on pouvait placer les deux comme ça, et il y avait la totalité de l'image dans chacune des parties. Vous avez vu un peu le truc de malade. Et pareil, quand on les coupait en 4. Du coup, vous aviez 4 fois l'image totale dans chacune des parties. Ce qui explique la réponse à Francis que l'évolution du vide est à la fois intrinsèque au vide total, mais se fait dans chacune de ces fractales. Et ce qui explique aussi que quand on a la conscience de tout ça, on peut être dans l'instantanéité, comme dit Krishnamurti, un claquement de doigts. On peut être dans la présence de la parousia. Pourquoi je dis la présence de la parousia? Parce que la présence, c'est le fait d'être conscient de la présence du vide à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, entre guillemets. Parce qu'en fait, il n'y a que le vide qui existe. Il n'y a que le zéro, en fait. Oui, merci. Parce que le 0 précède le 1. Donc 0, 1, 2. 0, 1, 2, 4.
0, 1, 2, 4, c'est le fondement de la manifestation, qui part du 0, qui va au 2, et le 2 fait le 4, etc. Dans le 2. Dans Lucifer, en fait, on a toute la capillarité de tout ce qu'on peut nous observer avec nos microscopes, nos télescopes, nos stéthoscopes, nos stromboscopes, enfin tout ce qu'on veut avec scope, quoi. Donc le principe de la chambre froide, de la chromatique, quoi. Donc de toutes les manifestations de la lumière, donc de Lucifer. Des photons, enfin de tout ça, quoi. Les photons étant une des particules de Lucifer, en fait. Parce que les photons, c'est pas la lumière elle-même. La lumière Lucifer, c'est-à-dire le 2, précède les photons qui sont déjà au-delà du proton. Donc on est déjà au niveau du photon, au niveau du photon, au niveau du photon, on est peut-être déjà dans le 8, peut-être même dans le 16. Je sais pas, enfin, je sais pas à quel moment de différenciation, de fragmentation, de différenciation le photon apparaît. Parce que le photon, c'est déjà une particule. Enfin, c'est une onde, mais pour moi, c'est une onde qui est déjà une particule, quoi. Enfin, pour moi, c'est déjà de la matière, quoi. C'est déjà de la masse, enfin, il me semble. Après, il faut aller vérifier. Il n'y a peut-être pas déjà de la masse dans le photon, mais moi, je dirais qu'il y a une sorte de masse, quoi. Parce que pour moi, c'est déjà un corps, quoi. Enfin, bref. Et donc, je crois que j'ai tout dit là à ce niveau-là. Que du coup, le tout est dans la partie, le principe du Kybalion, d'Hermès Trismégiste. Enfin, c'est pas Hermès Trismégiste qui a écrit le Kybalion, mais enfin, en tout cas, ces 3 initiés, dont on ne connaît pas le nom, et dont on ne sait pas à quelle époque ils ont écrit. Moi, je dirais qu'ils ont écrit au Moyen-Âge. C'est ce que j'ai dû capter l'information quelque part de ça, parce que du coup, c'est ce qui me reste, c'est ce qui me vient. Mais il me semble que c'est mémoriel. Donc j'ai bien dû le lire quelque part que c'était des initiés, ces 3 initiés. Ce serait au Moyen-Âge, peut-être même du temps de l'Inquisition. Bref, ça n'a pas tellement d'importance. Mais donc le tout est dans le 1. Le tout est dans le 1. Bah oui, parce que le tout, en fait, c'est la totalité des parties. Donc c'est le 2 et tout ce qui est à l'intérieur du 2. Donc le tout est dans la partie. Et la partie est dans le tout. Ce qui veut dire que on est en capacité d'être des capaciteurs, par la parole et toutes sortes d'outils, de conscientiser la parousia. Et donc j'utilise le mot présence et parousia pour différencier le fait que la présence, c'est le fait d'être conscient du vide. Le vide étant la parousia, qui est présente en tout, puisque là, le tout est dans la partie. Donc la parousia est dans la partie, et la partie est dans la parousia. Mais du coup, nous, en tant que conscience égoïque, on est des petits morceaux de miroir qui reflètent à la fois notre différenciation, enfin, qui incarnent à la fois notre différenciation, mais aussi en tant qu'hologramme, incarnent aussi la totalité du vide. Donc le zéro, en fait, parce que le zéro, le vide, c'est le zéro. Le 1 étant la première partie du diaboline de la dualité du 1 et du 2. Alors c'est pas facile parce que le 2 et la dualité, ça porterait le même chiffre, pas le même nombre. Ça porterait le même nombre. Nombre ou chiffre? Parce que du coup, un nombre. Un chiffre est fait de 2 nombres ou un nombre est fait de 2 chiffres? Je sais jamais. J'arrive jamais à faire la différence entre ces deux mots-là. Je les utilise toujours très mal. Enfin bref, peu importe. Si vous avez envie de bien les utiliser, ces deux mots, vous allez voir un peu comment ils sont définis dans le dictionnaire Larousse ou autre. Bref, peut-être le Robert, plus Robert que Redford. RIP. Voilà. Donc, moi j'ai aimé beaucoup de films de Robert Redford, comme L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, comme Et au milieu coule une rivière, il me semble qu'il joue dedans. Je suis pas sûre. Je sais pas si c'est pas Anthony Hopkins qui joue dans Et au milieu coule une rivière. Je me rappelle plus.
bref, peu importe. C'est vrai que cet acteur a fait beaucoup de beaux films. Et puis c'est quelqu'un de très bien aussi. Moi, j'ai exploré un peu sa vie il y a quelques temps. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Il a fait des choses extraordinaires avec sa dernière femme, d'ailleurs. Avec sa première femme aussi, c'était assez exceptionnel. D'ailleurs, ils sont restés amis, tellement c'est deux personnes exceptionnelles. Donc je pense que deux personnes exceptionnelles qui se séparent peuvent rester amies. Et ces deux-là sont restés amis. Ils ont été mariés très 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 longtemps. Et puis ben, après, leurs chemins se sont séparés. Et donc la dernière épouse, ou compagne, je ne sais pas si c'était mariée, de Robert Redford, c'était un peu son alter ego dans ses actions pour la nature, parce qu'ils étaient tous les deux actifs dans des choses, dans des fondations, et ils ont mis beaucoup de leur argent à tous les deux, parce qu'elle aussi c'est quelqu'un de célèbre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin en tout cas, je crois que c'est pas une danseuse ou un truc comme ça, enfin, un personnage artistique en tout cas. Et donc, ils ont œuvré ensemble depuis de nombreuses années dans la défense de la nature, de manière très, très, très impliquée. Ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Enfin bon, voilà. C'est deux personnes vraiment remarquables, Robert Redford et sa compagne. Donc, ouais, outre ses talents d'acteur et les bons choix qu'il a fait dans les films dans lesquels il a joué, c'était vraiment une personne exceptionnelle. Voilà, plus Robert que Redford. C'est Les Inconnus, c'est ça dans Tournée Manège. C'était peut-être pas Tournée Manège, la parodie. Tournée Ménage? Non, je sais plus. Enfin, la parodie des Inconnus qui parodie donc Tournée Manège. Quand c'est Didier Bourdon incarne un mec qui veut séduire une femme, il lui dit « Je suis plus Robert que Redford ». Parce qu'il est vraiment très vilain. Donc la nana lui demande « Est-ce que t'es beau ?» Parce qu'en fait, c'est comme un speed dating. Enfin, c'est pas... Oui, c'est un speed dating. Tournée Manège, c'était un speed dating où les gens se posaient des questions très rapidement, mais il y avait un panneau entre eux où ils pouvaient se parler, mais ils pouvaient pas se voir. Donc en fait, ils étaient censés s'attirer par les choses, par des choses subjectives et pas par l'objectivité du physique. Donc ça donnait des trucs très très cocasses quand les gens se plaisaient au niveau intellectuel, mais quand ils se découvraient, ça se passait moins bien, quoi. Et donc la parodie des Inconnus, c'était ça. Donc Didier Bourdon avec des gros culs de bouteille à la place des yeux, quoi. Et des boutons, enfin bon, super vilain, quoi. Enfin, bref. Et, et donc, bon, c'était très rigolo, cette parodie, moi j'adore, quoi. Et donc, ouais, pourquoi je parlais de Robert Redford pour aller chercher la définition de... Je me rappelle plus des mots. Ah oui, nombre et chiffres. Voilà. Donc, le double, la dualité numéro 2 de la dualité, c'est elle qui est Lucifer et qui va ensuite produire la capillarité, c'est-à-dire être Prométhée qui apporte le feu aux humains, en fait, qui apporte la lumière aux humains. Et après, bah, du coup, ouais. Donc, le principe holographique, bah, je vous encourage à lire Divine Matrice, c'est un bouquin vraiment intéressant. Moi, je l'ai lu peut-être entre 2010 et 2015, je pense. Ou peut-être après 2015, je sais plus. Enfin, dans ces eaux-là, en tout cas. C'est un des premiers bouquins que j'ai lu de sciences vulgarisées sur la physique quantique. Malgré le fait que c'est un peu ésotérique. Je pense que Greg Braden, qui est devenu métaphysicien et ésotériste, est à la base physicien. Et il a fait un peu comme Philippe Guillemot, en fait. Il a dérivé un peu vers l'ésotérisme, par la métaphysique. Mais il a commencé par la physique, quoi. Et par la physique des particules. Donc c'est pour ça quand même qu'il peut en parler. Et puis après, c'est vrai qu'il l'associe à Dieu, tout ça.
Donc c'est pour ça qu'il a titré, je pense que c'était peut-être pas son premier bouquin, mais en tout cas c'était le début de sa parole, quoi, de Greg Braden, de sa prise de parole. Et donc il a appelé ça la divine matrice, parce que c'est vrai qu'il ésotérise beaucoup, il métaphysicise beaucoup les phénomènes scientifiques. Voilà. Bon, mais malgré ça, en tout cas, son bouquin de vulgarisation est quand même très bien. Moi, je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique et que je sortais du New Age, en fait, enfin, je sortais du New Age. Non, parce qu'en fait, c'était concomitant, hein, c'était en même temps. J'étais dans le New Age, encore dans le New Age, quand j'ai étudié la physique quantique. Donc ça me dérangeait pas de lire Greg Braden, parce que du coup, je comprenais bien son vocabulaire. Hein. Il n'y avait pas de problème. Parce que c'est vraiment ésotérique. Le vocabulaire de la divine matrice, c'est vraiment ésotérique, hein, tout en étant métaphysique, donc quand même assez sérieux au niveau scientifique. Donc voilà. Donc nous, en tant qu'hologramme contenant la totalité du vide, en fait, ce qui est illustré aussi par le fait que les physiciens observent, enfin les astrophysiciens, parce que du coup c'est quand même de l'astrophysique, ça c'est pas de la physique des particules, tout en étant aussi, puisque on est obligé de faire de la physique des particules pour réaliser ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que dans le macro, on peut voir le micro, et c'est grâce au macro, donc au télescope, que les physiciens, enfin que les astrophysiciens ont pu voir quelque chose du type physicien, c'est-à-dire du type micro. C'est-à-dire que dans n'importe quel point de l'univers où l'on regarde avec un télescope, et donc on peut tous les regarder, on verra le Big Bang. C'est quand même hallucinant. Ça veut dire que en 2-3D, ça voudrait dire qu'il y a eu des nombres infinis de Big Bang, en fait. Alors que non. C'est juste dû à l'expansion de l'univers. Donc l'expansion, si vous voyez l'expansion c'est ça. Donc si vous faites le phénomène inverse, et par holographie, les télescopes voient le centre, voient le Big Bang. Parce que du coup, par holographie, dans chaque partie, dans chaque fractal de l'univers, est contenue donc l'image du vide. Ou en tout cas du diaboline de Lucifer, quoi. Au minimum. Donc, du coup, si vous prenez l'expansion en machine arrière, en machine à remonter le temps, vous obtenez cet unique Big Bang, en fait. Tout en incluant le fait du multivers dans le subatome, hein, parce que ça reste aussi autre chose qu'il faut aussi concevoir. Alors du coup, on va aller sur les mots responsabilité et conception. Les mots responsabilité, du coup, j'essaie de me rappeler. Je mettrai en dessous de la vidéo le lien vers le chat GPT que j'ai fait sur la responsabilité et sur la conception. Donc l'exploration avec ChatGPT du phénomène, enfin de l'aspect linguistique du mot responsabilité et du mot conception. Donc je vais peut-être pas forcément m'étendre là-dessus, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, parce qu'en fait ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'imprime ce texte pour pouvoir le lire en même temps que je le commente, et que je l'explique, que je l'explicite. Parce que le travail qui a été fait avec ChatGPT, c'était en fonction des indications, donc des prompts que je lui donnais. Mais bon, moi j'avais plein de visions dans la tête, et ChatGPT, il faisait des synthèses, quoi, de ce que je lui demandais. Donc par contre, ça induit toutes les choses que j'avais dans la tête en visualisation diapositive. Donc du coup, je pourrais ensuite m'aider du texte qui a été pondu par ChatGPT en fonction de mes prompts, pour vous expliquer les instantanés, donc les diapositives que j'avais dans la tête en écrivant les prompts. Donc voilà. Donc maintenant, je vais revenir quand même sur le point de départ. Sur le point de départ, qui était donc ces petits événements que j'ai eus hier de mémoire qui est venu me passer un coup de fil, quoi.
il y a eu une petite sonnette d'alarme, une petite sonnerie de téléphone. Pendant que j'ai vu au moment où j'ai vu cette vidéo de cet homme qui voulait se jeter dans le vide. Donc voilà, une mémoire est venue me solliciter. Voilà, me solliciter. J'ai failli passer mon chemin, tout comme toutes ces personnes qui passent leur chemin tout en regardant le mec qui va se jeter, qui font rien, quoi. C'est joli, ça. C'est vraiment joli. Bref. Bref, enfin, c'est vraiment moche, quoi. Comme l'être humain peut parfois manquer de compassion et d'implication dans la chose, quoi. Dans la responsabilité. Et donc dans la solidarité, quoi. Bref, en tout cas. Donc cette mémoire est venue me solliciter. J'ai accepté de la regarder, de l'accueillir, de l'écouter. Je l'ai laissé s'exprimer. Donc cet être de soi qui est la mémoire est une fractale de l'image de soi. On est encore dans de la capillarité. Évidemment, c'est de la capillarité psychologique. Donc c'est du psyché plus, donc c'est de l'illusion plus, évidemment. Et donc, ça revient à la question de Francis. Est-ce que l'esprit se réalise dans sa totalité, dans son entièreté, ou dans ses fractales? Ben, les deux, donc. Et ça nous amène à la responsabilité de ne pas négliger la moindre merde, la moindre crotte qu'on voit sur notre passage, quoi. En fait. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelle J'ai trouvé la vie de Swami Muktananda. Et il y avait une petite histoire dedans où il y avait un Swami, donc bah, c'était peut-être Swami Muktananda. On venait lui demander est-ce que je dois considérer un être humain qui n'est pas très évolué, pas très instruit, pas très éveillé est-ce que je dois le considérer comme moi qui suis instruit, éveillé, ceci, cela, machin? Hein? Alors, Swami Muktananda, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, puisque quand même... Bon, il lui a dit, mais tu n'es pas plus qu'une merde. C'était pas une insulte. C'est qu'il l'a vraiment amené à regarder que dans la merde, dans la moindre molécule d'une merde, de chien, de vache, de tout ce qu'on veut, il y avait le tout. Puisque le tout est dans l'atome, et que l'atome est dans la molécule. Forcément, si tu regardes une merde, tu regardes aussi le vide, tu regardes aussi la totalité. Voilà. Donc, Swami Muktananda a fait la démonstration à cet individu détestable dans sa forme, dans sa formalité, qu'il était idiot, quoi. Comme nous le sommes tous, lorsque on considère par exemple que l'image de soi, c'est notre réalité, notre identité. Parce que du coup, cet idiot-là s'identifie à l'image de soi. Je suis instruit, je suis intellectuel, je suis éveillé, donc je suis certainement plus que quelqu'un qui n'est ni instruit ni éveillé. Voilà, donc la validation de l'image de soi dans l'écran mental, même s'il est abstrait, c'est tout ce qui crée les dissensions sur la Terre aujourd'hui. C'est tout ce qui crée les dominations des gouvernements et aussi, du coup, cette appétence des ignorants à se laisser dominer parce qu'ils ne veulent pas se sortir les doigts du cul et sortir de l'ignorance. Bon, ça, je caricature aussi, je prends aussi des raccourcis parce que il faut aussi des saturations, il faut aussi de la souffrance pour se dire « Ah, écoute, je suis peut-être ignorant ». Ah écoute, je vais peut-être me cultiver, ah peut-être je vais m'instruire, ah peut-être je vais essayer de comprendre, et puis de voir pour savoir. Et quand on sait, quand c'est vu, on sait. Et quand on sait, on est dans la présence de la parousia, en fait. Donc on n'est plus dans l'image de soi, on n'est plus dans l'attachement aux formes de l'image de soi, qui concourt à l'image de soi. On est dans la présence de la parousia, et puis ça, c'est un instantané
peut se répéter et se différencier sous plein de formes, mais l'instantané reste le même. C'est-à-dire quand on est dans la présence de la parousia, on est dans son entièreté tout le temps. C'est ça, être dans son identité, en fait. C'est être dans son entièreté tout le temps. C'est-à-dire être une merde ou un éveillé, ça revient au même, quoi. Dans le principe de l'image de soi, qu'on soit une merde ou qu'on soit un être soi-disant éveillé, on est la même chose, on est la parousia. Donc c'est ça notre identité, c'est la parousia. Et être présent à ça, à la parousia, c'est être dans son identité. Ce qui inclut que du coup, on ne va pas cracher sur les êtres de soi qui sont les mémoires de ce qu'on a été, donc tous ces instantanés de notre espace-temps passé et même espace-temps futur du coup. Parce que tous nos potentiels aussi, on peut les regarder de la même manière. Hein, parce que les potentiels font partie du futur. Mais on peut les regarder aussi comme des êtres de soi en devenir, qui sont, même s'ils ne sont pas des mémoires, ils sont quand même dans le subconscient subatomique astral, parce que tout est là-dedans, donc tout est dans le 2. Enfin, le subatomique astral, c'est déjà du 4. C'est même déjà du 8, pardon. Parce que le 4, c'est au niveau du noyau, donc au niveau du subatome, on va dire qu'on est au niveau du 8, et que tout ça, ça va entraîner la matière exponentiellement, 16, 34, 16, 32, 64, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que la maïeusthésie de Thierry Tournebise, elle s'inscrit dans ne pas être l'éveillé qui regarde la merde, quoi. C'est-à-dire ne pas être quelqu'un dans son moi actuel qui va refuser de faire face à une mémoire. Faire face, ça ne veut pas dire s'y opposer, justement. Ça veut dire se mettre devant et l'accueillir, et la regarder, la voir. C'est voir ça. C'est voir que dans cette mémoire aussi, il y avait l'entièreté de la parousia. Et c'est l'accueillir, c'est accueillir cette conscience, en fait, qui est le 2. Parce que c'est un reflet, c'est une réflexion. Donc c'est le 2. Mais dans le 2, il y a aussi le 0. C'est le reflet du 1, mais tout ça, ça contient le 0. Enfin bon, je peux vous dire ça parce qu'en fait, je vois des images. Et je les vois bouger, enfin, je les vois interagir entre elles. Enfin, je vois une image totale avec toutes ces fractales intestines, introjectives. Et en voyant ça, je peux vous dire 0, 1, 2, 4, machin, 8. Parce que je visualise tout ça. Et le fait de le voir, ça, et du coup, on le sait. On le sait. Donc, on est obligé de faire du vitriol, de l'observation intérieure, introjective et projective, les deux. On fait les deux. Dans le vitriol, on fait de l'introjection et de la projection. On est capable de faire les deux. Parce qu'il n'y a pas une seule façon de voir les choses, il y en a minimum deux. Et dans le 2, il y en a exponentiellement, de manière capillaire, des points de vue, il y en a c'est des points de vue exponentiels. Mais dans ces points de vue exponentiels, on peut toujours être capable de voir la totalité, puisque c'est des hologrammes. Donc voilà, c'était tout en fait. Je voulais en fait vraiment mettre l'accent avec toute cette démonstration-là, puisque je ne vais pas explorer ici la responsabilité ni la conception, je le ferai plus tard, puisque c'est plus technique. Je voulais vraiment explorer ce truc devant lequel j'ai été mise hier, de cette mémoire corporelle, donc de cet engramme subconscient qui se manifeste par somatisation, par psychosomatisation, de ce pourquoi j'ai pleuré quand j'ai vu ce mec en train de réfléchir s'il allait se jeter ou pas se jeter. Parce que c'est un truc que j'ai vécu. Donc forcément, c'est venu chercher une mémoire très violente. Et puis toutes les autres aussi, parce que j'ai pas vécu que ce truc-là en tentative de suicide, j'en ai eu aussi une autre. Donc cette première tentative m'a aussi évoqué la deuxième mémoire de ma deuxième tentative de suicide. Et les causes étaient les mêmes. Les causes étaient les mêmes, vraiment. C'est-à-dire la sensation subjective, sans aucune objectivité, que cette souffrance vécue dans cet instant T
ne pourrait jamais finir et qu'elle existerait jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est un truc insupportable hein, au niveau de l'être qui vit cette instantanéité-là. C'est-à-dire que moi, je vivais une instantanéité dans ces moments-là où ma souffrance était perpétuelle. Là, vous imaginez le truc, quoi. Comme dans l'enfer, quoi. Une souffrance perpétuelle. Les tourments éternels, en fait. Parce que la définition de l'enfer, c'est les tourments éternels. Mais moi, je vivais ça, vraiment. Et vouloir mourir, c'était mettre fin aux tourments éternels, en fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous inviter à considérer avec compassion et non pas avec moralisation les êtres qui vivent ça. Et aussi à vous encourager à, lorsque vous avez une mémoire qui revient vous visiter et que du coup vous ne savez pas pourquoi vous pleurez et que du coup vous auriez plutôt tendance à vous noyer dans l'action pour ne pas regarder ça, ou bien regarder un film, aller voir quelqu'un, manger un truc, enfin tout ce qu'on peut faire pour être dans le déni, quoi. Au lieu d'être dans le refoulement, je vous encourage à regarder ça. Et ça va pas s'opposer avec la neutralisation des formes inutiles. Ça vient le compléter. C'est très contradistinctif parce que ça pourrait ressembler être le contraire de la neutralisation des formes. Parce que du coup, ça pourrait dire que on va s'apesantir sur une forme du passé. Mais non, c'est pas ça en fait. La neutralisation des formes, c'est vraiment une focalisation, entre guillemets, sur les formes inutiles qui nous servent à rien pour conscientiser, pour scientifiser le phénomène de la parousia. Mais par contre, de faire un symboline sur les êtres de soi qui ont cristallisé des traumas et que l'on a refoulés, donc mis dans un tiroir pour ne pas les voir, on a vraiment à faire un symboline là-dessus, c'est-à-dire un rassemblement pour que cette fractalisation dans la fractale puisse annuler cette brisure psychologique, cet éclatement de soi psychologique dans le phénomène égoïque. Et là, j'utilise le mot égoïque, c'est pas du tout péjoratif, c'est pour dire que le phénomène égoïque, il est lui-même un miroir qui se fractalise, quoi. Et donc ça revient à dire que on évolue dans son entièreté instantanée autant que dans ses fractales mémorielles. Et ça répond encore à la question de Francis sur le vide et les mouvements de l'esprit. C'est-à-dire que c'est toujours des transpositions. C'est-à-dire que, comme dit le Kybalion, encore c'est un autre principe du Kybalion, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On peut tout le temps, en permanence faire des transpositions, quoi. Donc, voilà. Et ces transpositions se font par le vitriol. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'explication du vitriol. J'ai fait une vidéo là-dessus. Elle est disponible donc avec toutes les autres vidéos. Voilà. Bon, écoutez, je pense que il n'y a plus de pensées qui se bousculent dans l'entonnoir. Je pense qu'elles ont toutes pu venir chacune leur tour. Vraiment, je pense. Je le ressens. Évidemment, elles ont eu à venir une par une. Mais elles ont toutes pu trouver leur place. Donc, leur symboline. Ouais. Mais par effusion. Et par infusion, du coup. Parce que du coup, vous avez dans cette image-là de l'entonnoir des pensées qui arrivent, vous avez une infusion d'esprit. Non, vous avez, une effusion d'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui advient dans un corps, enfin dans un truc local, qui est donc un phénomène d'infusion. Tout comme quand vous faites une infusion que vous allez boire, vous prenez quelque chose qui n'est pas contenu, et vous allez l'infuser et il va se diffuser. Mais parce qu'en amont, il a effusé. C'est-à-dire qu'il y a effusion, infusion et diffusion dans l'ordre. Voilà. Bon, c'était tout.